à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette rentrée de septembre. Première vidéo du mois de septembre consacrée cette semaine à un sujet que je considère qui est très important et qui est comment se prémunir et comment essayer de détecter les arnaques et les fraudes au placement financier. Vous allez voir que en fait, déjouer ces arnaques, c'est pas facile, mais c'est largement faisable avec un petit peu d'attention. Il y a des choses qui trompent pas et on va vraiment regarder ça ensemble. L'idée m'est venue parce que j'ai eu encore une fois cet été pas mal de remontées de mes lecteurs concernant justement des arnaques, des sous qui se font tout simplement, des gens qui se font voler, des économies d'une vie, et je vous assure qu'avec un petit peu de précaution, quand on sait quoi chercher, eh bien en réalité on va pouvoir beaucoup mieux se protéger. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous sera très utile. Donc en tout cas on va s'intéresser à ça très longuement. Avant d'aborder cette thématique spécifique de ce JT de l'écho, je voulais vous faire un petit point sur l'actualité économique au sens large. La présentation, je sais que parfois à l'écran tout ne se voit pas très bien, vous m'en faites la remarque, j'ai bien entendu dans le site Insolentiae, et en bas de la vidéo, dans la description, je vais vous mettre un lien, pas tout de suite, mais normalement le lien je le mets à partir du lundi ou du mardi, vers le site Inso sur lequel vous pourrez aller télécharger le PDF de cette présentation PowerPoint qui me sert à illustrer ce que je veux dire et qui me sert également de fil pour pouvoir vous parler et de pense-bête. Alors, évidemment, le Brexit qui patine avec Boris Johnson qui défraie la chronique. On sent bien qu'il y a évidemment une immense montée des tensions. On se rapproche du Brexit et les tensions deviennent paroxystiques entre ce qu'on appelle les Brexiters et les Remainers, donc ceux qui veulent sortir et ceux qui veulent rester. Eh bien écoutez, ça va continuer très certainement à s'exacerber. Ça va finir probablement effectivement par des élections parce que finalement, au bout du compte, le souverain, c'est le peuple, la population, et il est fort probable que l'on finisse par redemander un nouveau vote. Et donc, c'est effectivement peut-être l'une des voies vers lesquelles s'oriente Boris Johnson pour sortir de la crise. On verra s'il a la capacité politique à imposer le Brexit sans accord pour le 31 octobre. C'est pas franchement gagné quand on voit ce qui se passe et quand on voit les forces de rappel très importantes au Royaume-Uni. On est très clairement dans le combat souverainiste, mondialiste, européiste, donc les mondialistes d'un côté, qui sont des européistes, et puis de l'autre côté, les souverainistes. C'est un clivage que l'on retrouve partout. Alors, finalement, on utilise assez peu le mot souverainiste, on va vous parler de populiste. La réalité, c'est que les populistes sont fondamentalement des souverainistes, et donc ils veulent en finir avec la mondialisation telle qu'elle est, et tous ceux qui sont les grands gagnants de la mondialisation ne comptent pas abandonner leurs profits comme ça. Donc évidemment, du coup, ça donne ce qu'on peut voir au Royaume-Uni, et donc ça donne des tensions. Toujours alors en cette rentrée, un autre élément important à garder en tête, c'est Trump. Trump qui est le meilleur ami et le meilleur ennemi des marchés simultanément. Alors il est le meilleur ami des marchés quand il dit à la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, donnez-nous encore plus d'argent, baissez vos taux, s'il y a une crise, c'est de votre faute, s'il y a une récession, c'est de votre faute, c'est une politique monétaire qui doit être de plus en plus accommodante, des taux qui doivent rester très bas, etc., peu importe. Là, c'est le meilleur ami des marchés, c'est le meilleur ami de la bourse, et effectivement, il fait monter les marchés, il fait monter la bourse. Mais c'est également le meilleur ennemi des marchés, puisque quand Trump fait la guerre commerciale avec les marchés, avec la Chine, en réalité, il fait baisser justement les marchés, lapsus révélateur. Et ces marchés, il les fait baisser tout simplement parce que les investisseurs ont peur ou paniquent à l'idée que les profits diminuent en raison de la guerre commerciale opposant les États-Unis à la Chine. Alors, vous pouvez en tirer une conclusion qui est assez intéressante, c'est qu'en réalité aujourd'hui, les marchés sont quasiment pilotés par les tweets de Trump. Si Trump décide de faire monter les marchés, il n'a qu'à dire
je demande à la Fed de mieux se comporter, de baisser ses taux, de donner plus d'argent. Si Trump veut faire baisser les marchés, il lui suffit simplement d'envoyer un petit tweet en disant « Oh, I am not agree with the China hein, » et « If I am not agree with the China, we trade war with China. » Ah, c'est terminé, la bourse perd 3%. Trump est capable aujourd'hui de piloter les marchés financiers avec un tweet par jour et un tweet qui peut faire monter les marchés, un tweet qui peut faire baisser les marchés. Celui qui est dans la tête de Trump est évidemment capable de prévoir quasiment les évolutions du marché. Peut-être que Trump lui-même joue à la bourse, ça sera assez drôle de voir si il spécule pas parce que évidemment, s'il prend une position puis qu'après il tweet, voilà, il est capable de jouer la baisse ou de parier à la baisse avant d'envoyer son tweet qui va faire baisser ou inversement qui va faire monter. Ça serait assez drôle d'enquêter là-dessus. J'ai pas les moyens de le faire, mais ça pourrait être assez marrant. Bon, voilà pour Trump. En tout cas, ce que je voulais vous dire de manière plus sérieuse, c'est qu'évidemment, la politique américaine et l'attitude du président américain conditionnent directement les marchés financiers. Ça, c'était la vraie conclusion. En Europe, on est vers la récession. En Allemagne, j'avais fait un article sur INSO intitulé « L'Allemagne officiellement en récession ». Merkel a tout simplement confirmé que l'Allemagne allait vraisemblablement entrer en récession technique dès le mois prochain. Bon, écoutez, la dernière fois que ça s'était produit, c'était en 2008-2009, après la faillite de Lehman Brothers. Ça s'était pas bien passé. L'Allemagne avait perdu 6 points de PIB, enfin 5,9 points de PIB en moins. Comme dirait Christine Lagarde, c'est de la croissance négative. Ça s'appelle de la récession. Donc c'est jamais une bonne nouvelle. Et puis c'est encore moins une bonne nouvelle, évidemment, pour l'Union européenne. Et encore moins pour la zone euro. Du coup, la zone euro, la Banque Centrale Européenne se prépare à intervenir. Pareil, si vous regardez un petit peu les informations, détente monétaire en vue pour la BCE, l'inflation lui échappe toujours, normal, il n'y a pas de croissance, ou la politique de la BCE durablement accommodante est nécessaire selon Christine Lagarde, qui va remplacer Mario Draghi qui est partant et qui va prendre la succession au poste de gouverneuse de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Donc voilà pour les grandes thématiques de cette rentrée, les grandes thématiques économiques qu'il vous faudra suivre et que nous suivrons avec attention parce que ça va évidemment conditionner les prochains mois d'actualité. En tout cas, ça va nous occuper largement jusqu'à la fin de l'année. Et bien évidemment, dans ce contexte-là, regardez, c'est l'évolution de l'or. Vous allez dire, mais Charles, l'or, il n'a pas dépassé ses plus hauts. Mais si, il a dépassé ses plus hauts. Non pas en dollars, puisqu'on était quasiment arrivé à 2000 $ l'once, on est aux alentours de 1500, un peu plus de 1500, mais en euros. Et donc en euros, on est effectivement au plus haut historique. Ça tombe bien, nous achetons et nous vendons notre or en euros en Europe. Et donc nous sommes de nouveau sur les plus hauts historiques jamais atteints sur le métal jaune. C'est logique, l'euro baisse. Pourquoi l'euro baisse? Eh bien tout simplement parce que l'information précédente, la politique de la Banque Centrale Européenne sera durablement accommodante, que les Américains ont annoncé qu'ils ne montaient plus leurs taux, voire même qu'ils les baissent à nouveau. Donc l'argent qui était venu se stocker en Europe quand les investisseurs avaient peur d'une remontée des taux et donc d'un krach obligataire aux États-Unis, l'argent était venu se stocker en Europe. L'argent actuellement est en train de repartir aux États-Unis de manière absolument massive, de se réinvestir aux États-Unis puisque le krach obligataire n'aura pas lieu, puisque les taux non seulement ne monteront plus, mais vont à nouveau baisser. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? L'euro, après s'être apprécié, on a une inversion de tendance, donc l'euro est en train de baisser, l'euro est en train de baisser. Et donc, l'or, quand bien même il resterait constant en dollars, eh bien évidemment, l'or s'apprécie quand il est exprimé avec le taux de change, quand on prend en compte le taux de change, donc en euros, eh bien il s'apprécie beaucoup plus vite qu'en dollars. Et c'est pour ça que nous battons des records historiques. Eh bien ça vous montre tout simplement que l'euro est en train de perdre de la valeur par rapport au dollar, mais par rapport au métal jaune. Tout ça est très cohérent, l'euro va rentrer en récession, enfin la zone euro va rentrer en récession avec l'Allemagne. Donc ça va nécessiter d'importantes mesures financières d'accompagnement de la part de la Banque centrale, ça se passera par de la création monétaire. Et donc cette création monétaire, elle va venir éroder votre pouvoir d'achat. Voilà pourquoi l'or est déjà en train d'anticiper cette perte de valeur massive de votre monnaie. Alors toujours à propos de monnaie, à propos de sous,
Passons à notre thème important de la semaine que je voulais vraiment détailler avec vous, qui est comment reconnaître et déjouer une arnaque au placement financier. Alors, retenez une chose, un petit moyen mémotechnique, c'est les 3 C. Alors, ce n'est pas les 3 C de Charles, je voulais plaisanter avec ça, non. C'est les 3 C pour les conditions financières, contractuelles et de vente qui vont avoir lieu, si vous voulez, pendant votre choix de placement financier. Vous allez avoir accès aux conditions financières de votre placement. Et ça doit vous faire poser un certain nombre de questions. Les conditions contractuelles, c'est-à-dire vous allez avoir des papiers, il va y avoir des choses, il faut lire, et vous allez voir ce qu'il faut lire dedans. Puis vous allez avoir des conditions de vente, la manière dont le produit va vous être vendu. Quand vous étudiez ces 3 C, conditions de vente, conditions contractuelles, conditions financières, vous avez tous les éléments, une grille de lecture extrêmement claire pour déjouer quasiment toutes les arnaques au placement financier et à l'épargne. Alors, les conditions financières, je rappelle, vu l'importance de ce sujet, vous pourrez tous aller télécharger le PDF sur le site Insolentiae. Je vous mettrai le lien en bas. Encore une fois, donc voilà, pas de panique, je ne détaillerai pas forcément tout, mais en gros, vous allez tout avoir. Donc les conditions financières. Là, je vous fais le détail, le livret A, ça rapporte tant, l'assurance vie, ça rapporte tant, etc., etc. Dites-vous bien une chose, c'est que nous sommes dans un monde de taux zéro. Quand on est dans un monde de taux zéro, celui qui vous propose un placement à 10%, c'est un escroc, vraisemblablement. Sauf celui qui vous propose un fonds boursier, par exemple, sur lequel on a une antériorité, sur lequel il y a une surveillance des autorités financières, qui est agréé par les autorités comme l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers en France, par exemple. Et encore, n'oubliez pas l'affaire Madoff, même quand on propose 12% dans un marché qui en fait 5%, eh bien ça peut être effectivement une immense arnaque et une chaîne de Ponzi. Donc attention, ça ne vous prémunira pas de tout, mais déjà, sachez que lorsque vous avez un taux de marché qui est de 5%, des placements à 20%, c'est suspect. Quand on est dans un marché de taux zéro, voire de taux négatif, que l'argent ne rapporte plus rien, par définition, il ne rapporte plus rien. Dans les contrats d'assurance vie, le taux moyen est en dessous de 2, 1,8% en moyenne. Pourquoi? Parce que ce sont des obligations d'État et qu'il y a des vieux stocks d'obligations dans les portefeuilles d'assurance vie. Vous avez des obligations qui rapportent 5% et qui ont 20 ans, et qui ont encore 10 ans devant elles, parce que mettons c'était une obligation sur 30 ans, et puis vous avez les obligations nouvelles qui rapportent 0,2%. Et l'ensemble, on va calculer ce qu'on appelle la maturité moyenne de votre portefeuille obligataire. Bon, tout ça c'est technique, mais bon, en moyenne, ça rapporte 1,8%, puis l'année prochaine ça sera 1,6%, et puis petit à petit, au fur et à mesure où le temps passe, toutes les vieilles obligations qui rapportaient beaucoup, elles ne rapportent plus rien parce qu'elles arrivent à échéance. C'est remplacé par des obligations qui ne rapportent plus rien. Donc, les taux des moyens de ce que rapporte un contrat d'assurance vie, ça tend vers 0. Un livret A, excusez-moi, ça rapporte 0,75%. Donc, globalement, si j'arrive et que je vous dis, voilà, moi, Charles, j'ai un super placement génial, extraordinaire, tip-top qui va vous rapporter 7,5%, déjà, vous devez avoir tous vos clignotants qui s'allument. Donc, le premier élément, c'est évidemment les conditions financières de votre placement. Et donc, vous retenez cette grande règle, dans un monde de taux négatifs, tout ce qui rapporte trop, c'est suspect. Ensuite, vous avez les conditions contractuelles. Alors ça, ici, donc, bon, vous verrez peut-être pas bien à l'écran, mais encore une fois, je vous mettrai le lien sur la présentation. C'est une copie d'écran, j'ai masqué le nom de la société, c'est une copie d'écran d'une entreprise, c'est un contrat qui m'a été envoyé cet été par l'un de nos lecteurs, paniqué, qui a envoyé beaucoup d'argent à cette société et je n'ai pas encore le fin mot de l'histoire parce qu'il est en pleine démarche. Mais je suis très inquiet pour lui parce que je pense qu'effectivement il ne retrouvera pas ses sous. Et donc,
prenez le temps de lire évidemment ce type de contrat. La société d'investissement, il est entendu que la société X, à laquelle il donne ses sous, est une société d'investissement dans diverses sociétés privées dans lesquelles elle est actionnaire, et ce dans le domaine de l'immobilier spécialisé, l'innovation et les technologies numériques. Ça ne veut rien dire. Donc dites-vous bien une chose, c'est que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc c'est pas vous qui avez un problème si vous ne comprenez pas. Dites-vous bien que les techniques de vente qui président aux arnaques reposent sur votre manque de confiance. C'est-à-dire qu'on essaye de vous faire croire que si vous ne comprenez pas, c'est parce que vous êtes un abruti. Non, en réalité, si vous ne comprenez pas, c'est pas parce que vous êtes abruti. Si vous ne comprenez pas, c'est parce qu'on fait en sorte que vous ne compreniez pas. Donc, première règle, quand c'est fumeux, c'est suspect. Quand c'est fumeux, c'est suspect. Donc on n'investit jamais dans un truc qu'on ne comprend pas. C'était la règle d'or, et ça a toujours été la règle d'or de Warren Buffett, qui est le fondateur du Berkshire Hathaway Fund, enfin qui est l'un des plus gros fonds boursiers américains. Et Warren Buffett, c'est l'oracle des marchés, l'oracle d'Omaha. Bon, ce type-là, il vous dit, moi, ma règle de gestion fondamentale, c'est que je n'investis que dans ce que je comprends. Et il a tellement pas compris la bulle Internet que lui, il n'avait rien investi dans la bulle Internet. La bulle Internet, elle a bullé, elle a grossi, et puis elle a explosé. Et lui, il a passé la bulle Internet sans perdre un centime d'euro, tout simplement parce qu'il n'investissait que dans ce qu'il comprenait. Donc quand vous ne comprenez pas, ne vous faites pas culpabiliser, ne partez pas du principe que vous avez un problème, partez du principe que si on n'est pas capable de vous expliquer clairement le produit dans lequel vous allez investir, c'est que le type en face de vous, soit il vaut pas tripette, soit il est incompétent, soit tout simplement il va essayer de vous arnaquer et de vous vendre quelque chose que vous ne devriez pas acheter. Ensuite, toujours sur les conditions contractuelles, placement bloqué, pas de liquidité assurée par la société, c'est ce qui est dit. Alors regardez, le client ne peut céder ses parts au cours de la période de 5 années à compter de la date de conclusion, à période de blocage. Le client demeure libre de céder ses parts à tout acheteur potentiel de son choix, sans accord préalable de la société. Ça veut dire qu'en fait, la société X, vous lui avez acheté le placement, vous lui avez donné les sous, puis vous vous démerdez pour revendre des parts dont on ne sait pas comment elles sont cotées, quelle est la valeur liquidative, comment vous allez trouver un autre pigeon à qui les refiler. Enfin, c'est un truc ahurissant. Donc, posez-vous toujours la question de rentrer dans un placement. C'est bien, mais comment j'en sors? Et la sortie, c'est simple. Il faut que vous ayez de la liquidité. Sur une action cotée, vous prenez Air Liquide, qui est l'une de mes actions préférées. Tous les jours, il s'échange des milliers, des dizaines de milliers, de centaines de milliers de titres de l'action Air Liquide. Pareil sur l'action Total. Donc, vous avez toujours la possibilité de revendre votre action. Vous ne connaissez pas le prix, mais vous avez un marché. Le problème de ce type de placement, c'est qu'évidemment, vous n'avez pas de marché. Donc, la notion de la liquidité, de la sortie d'un placement, est une notion toujours évidemment fondamentale. Vous devez avoir la possibilité de récupérer à n'importe quel moment vos sous. Pour ça, il faut qu'il y ait des conditions de liquidité. Donc, assurez-vous toujours les conditions de liquidité et de blocage. Toujours sur les conditions contractuelles, regardez toujours les conditions de résiliation qui sont prévues dans les contrats. Là, en l'occurrence, on a des pénalités totalement ahurissantes. Enfin, les bras m'en sont tombés quand j'ai lu ça, puisqu'elles sont de 50% au cours de la première année contractuelle, jusqu'à 50% du montant des sommes investies au cours de la seconde année contractuelle, jusqu'à 40% du montant des sommes investies la troisième année. Si jamais vous résiliez ou vous voulez sortir, c'est 30% de pénalité. C'est complètement dingue. Ensuite, les conditions de vente. Ça, c'est notre deuxième grand thème. Les conditions de vente. Eh ben, l'agressivité des conditions de vente. Dites-vous bien, pareil, dans les arnaques, vous avez affaire à des professionnels de la vente. Ce sont des artistes. Au même titre qu'un pickpocket qui vous fait les poches, vous n'allez rien sentir et vous vous dites pas, après vous êtes fait voler par un pickpocket, que vous êtes un imbécile et que vous avez rien compris. Vous êtes tombé sur un artiste du vol. Le type, il s'est entraîné des heures et des heures et des heures. Il est capable de vous attraper votre portefeuille sans que vous ne sentiez rien. Chapeau bas l'artiste.
Sur les fraudes au placement financier, vous avez exactement le même phénomène. C'est extrêmement bien rodé, il y a des mises en condition, ça s'appuie sur des techniques de vente, sur des techniques de neurosciences, de psychologie, etc. Donc on va vous manipuler. Et donc comment on reconnaît un certain nombre de manipulations? Eh bien, encore une fois, vous avez un certain nombre de petits trucs qui doivent vous alerter. On vous demande de signer dans un temps limité. Vous savez, c'est si vous ne signez pas tout de suite, c'est mort, vous allez rater cette superbe opportunité, etc. etc. Donc, évidemment, ça, on n'est jamais pressé de signer un placement financier en fait, hein, d'accord, jamais. C'est comme on n'est jamais pressé de faire un crédit, on n'est jamais pressé de signer un contrat en réalité. Si vous êtes pressé ou si on vous met une forme de pression ou si on vous dit c'est maintenant ou jamais, et bien part du principe, quand on vous dit c'est maintenant ou jamais, répondez toujours c'est jamais. Voilà. C'est oui ou c'est non, et bien c'est non. D'accord, ça doit être très très clair dans votre esprit. Vous devez toujours aborder les choses de cette façon-là. On vient chez vous, on reste très tard, on vous met la pression. Ça, c'est pareil, on va vous avoir à l'usure, on va vous conditionner, on va vous épuiser, on va vous fatiguer. En plus, vous êtes à votre domicile, donc quelque chose un petit truc, ne recevez jamais un vendeur à la maison. Tout simplement, vous n'ouvrez jamais la porte à un vendeur. Quelqu'un de sérieux a toujours un bureau dans lequel il peut vous recevoir. Votre banquier, alors je ne vais pas tresser des lauriers au banquier, c'est pas mon objet, mais votre banquier, il ne vient pas chez vous le samedi soir vous faire signer en arrivant à 5h et en partant à 22h ou à 23h. D'accord? Donc, et s'il fait ça, vous avez vraiment intérêt à changer de banque. Donc évidemment, vous allez voir votre banquier à la banque et puis là, il vous fait ses propositions, vous dites oui, vous dites non. Vous avez des délais de rétractation légaux, etc., des bordereaux, des formulaires. Enfin bon, tout ça, c'est relativement bien balisé. Et globalement, si jamais vous voulez vous rétracter, vous pouvez vous rétracter en envoyant un courrier recommandé. Donc, petit conseil, ne recevez tout simplement jamais un vendeur à la maison, ça vous évitera beaucoup de déconvenues. Et les types qui veulent vous vendre forcément à la maison, en général, ça cache des méthodes de vente qui ne sont pas forcément très sympathiques. On vous demande, donc vous fuyez, on vous demande à ce que votre conjoint soit là. Alors là, pareil, c'est fait pour vous culpabiliser ensemble, vous ferrer ensemble, donc monsieur, madame, madame, monsieur, monsieur, madame, madame, et toutes les combinaisons que vous voulez, peu importe, mais on prend le couple et on essaye absolument de leur refiler à tous les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre conjoint, c'est votre contre-pouvoir. En général, on se fait confiance. Vous êtes le mari, vous avez signé un truc, il y a madame qui rentre le soir à la maison, vous lui tournez autour et vous finissez par lui cracher la valda en lui disant écoute chérie, j'ai peut-être fait une bêtise, regarde, j'ai signé ça, le type il est venu, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah là là, mais mon amour, jamais t'aurais dû faire ça, annule tout, viens, on annule. Bon. Donc évidemment, ceux qui veulent verrouiller des ventes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien tout simplement, ils demandent à ce que monsieur et madame soient là. Ils font signer les deux et donc comme ça, les deux sont piégés. Les deux étant piégés, en général, vous réduisez énormément le taux de contestation après, enfin de résiliation après, de rétractation. Et puis, vous améliorez également le taux de signature parce que personne n'ose, et puis vous finissez par y aller. Bref, donc, pareil, vous fuyez quand on vous demande d'être ensemble. Et puis évidemment, il y a le chef qui autorise une remise exceptionnelle parce que c'est vous, parce que c'est maintenant, mais parce qu'il faut que vous signiez tout de suite. Parce que la promo, elle se termine demain et on en retourne à notre précédent point. Donc là aussi, vous fuyez. Ça cache jamais rien de très sérieux. Ne restez jamais seul face à vos doutes. Et ça, c'est très important. Beaucoup d'arnaques. Elle repose sur la méconnaissance et l'isolement, c'est-à-dire que on va vous culpabiliser, on va jouer sur des ressorts d'ego, et puis on va vous dire qu'en gros, on va vous faire croire que si vous êtes fait piéger, vous êtes un peu bête, neuneux, machin, etc. Et donc, alors qu'encore une fois, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est que c'est extrêmement bien fait, qu'on peut tous se faire piéger, qu'on peut tous se faire avoir, parce que c'est extrêmement bien monté. Encore une fois, l'analogie avec le pickpocket, gardez-la en tête. Le pickpocket, quand il réussit à vous voler, c'est pas parce que on est bête, c'est parce qu'il est très fort. Voilà, donc il faut pas être il faut justement pas être dans une supériorité intellectuelle. Oh, mais moi, attends, c'est bon, je suis fort, jamais je me ferai arnaquer. Si, on peut tous se faire potentiellement arnaquer
parce qu'on a des biais de comportement, on a des biais de raisonnement, et tout ça, vraiment, encore une fois, ce sont des comportements humains. Je vais avoir une aversion aux impôts, donc on va me proposer à ce moment-là, parce que j'aurais reçu ma feuille d'impôt, je suis un peu dégoûté, un peu vert, je paye trop cher, comment je vais faire? Ah ben moi, monsieur, j'ai une solution miracle pour plus payer d'impôts. Ah ben venez, expliquez-moi comment ça va. Ah, très bien, je signe. Bon, parce que j'ai un biais, je payais trop d'impôts, je cherchais absolument une solution pour payer moins d'impôts. Pareil, je trouve que mon argent rapporte rien, 0,75% sur mon livret A, il me faut plus de sous, j'ai besoin de gagner plus de sous, donc je vais essayer par appât du gain de gagner plus, et donc évidemment, je vais là aussi introduire un biais dans mes raisonnements ou dans mes attentes, et donc je vais commencer à être beaucoup plus sensible à d'éventuelles arnaques. Donc ça, c'est très très important. Donc on se méfie beaucoup de son appât du gain, on se méfie beaucoup de la légitime aversion aux impôts, et donc on ne signe jamais rien la première fois. D'accord? Donc on signe rien, et après, quand on a une proposition, on en parle. Et quand on a un doute, vous avez l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, qui incite et qui émet des alertes régulièrement. Vous avez évidemment la mairie, vous avez le point d'accès au droit, vous avez les associations de consommateurs, vous avez des associations d'épargnants, vous avez aussi, si vous le jour où vous êtes complètement paumé, vous avez aussi votre commissariat ou la gendarmerie du coin, et vous pouvez tout à fait aller montrer le contrat qu'on vous propose. Bon, et puis vous verrez bien la réaction du type en face de vous, il va sans doute vous confirmer évidemment des doutes. Et puis surtout, on ne signe jamais avec une société étrangère. N'oubliez pas une chose, c'est que lorsque vous avez envoyé vos sous, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Donc la clé pour déjouer une arnaque, c'est avant d'envoyer son argent, avant de faire le chèque, avant de faire le virement. Une fois que vos sous ont été pris, que les chèques ont été encaissés, que les sous ont été virés, notamment quand ça part à l'étranger, vous avez généralement plus que vos yeux pour pleurer. Donc dites-vous bien une chose, une fois que les sous y sont partis, ils ne reviendront pas si c'était une arnaque. D'accord, ils ne reviendront pas. Et puis alors là, vous pouvez vous rouler par terre, prendre un avocat, porter plainte. C'est très important parce que ça permet de cesser les arnaques et de limiter le nombre de victimes. Donc, porter plainte est évidemment pour protéger les autres et faire en sorte qu'il y ait le moins de victimes possible, mais bien souvent, hélas, vous ne retrouverez pas votre argent. Donc ça aussi, ça doit vous motiver fondamentalement pour faire très attention avant. Parlez-en quand vous avez un doute. Il n'y a pas de doute. Gardez vraiment ça en tête. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous hésitez, c'est que ça sent mauvais. Voilà. Donc, gardez ça à l'esprit. Ne vous faites pas emmener là où vous ne voulez pas aller. Posez-vous des questions simples. Quelles sont les conditions financières de mon placement par rapport à ce qui se fait de manière générale? Quelles sont les conditions de vente auxquelles j'ai été soumis par rapport à ce que je vis avec un banquier ou avec des gens qui sont des professionnels, qui ont le droit d'exercer des professions, de vendre des produits financiers? Et évidemment, quelles sont les conditions contractuelles que l'on tente de m'imposer? Est-ce que c'est sérieux, pas sérieux? Est-ce que j'ai trop de limitations, pas de limitations? Quels sont mes moyens de récupérer les sous ou pas? Est-ce que la société est étrangère? Est-ce que la société est une société de droit français? Bref, autant de questions qu'il faut se poser. Et de façon générale, un petit conseil, n'exercez jamais, quand vous placez de l'argent en France et que vous résidez en France, ne placez pas de sous dans un placement étranger si vous n'avez pas les épaules solides. Pour une simple et bonne raison, c'est que si vous voulez contester quelque chose à l'étranger, vos coûts en justice seront extrêmement importants, des coûts de déplacement, des avocats, barrière de la langue. Donc tout ça, c'est évidemment problématique. Donc, encore une fois, soyez prudents, dites-vous bien, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand c'est pas clair, c'est pas vous qui avez un problème, c'est l'autre en face qui n'est pas capable de vous expliquer ou qui veut vous enfumer. Et quand on vous enfume, c'est pas bon. Et puis surtout, partagez, ne restez pas seul face à vos doutes. Et parlez-en, il n'y a aucune honte à dire « Attention, je suis peut-être victime d'une arnaque ». Aidez-moi à prendre du recul. Et puis écoutez, quand ça vous arrive, vous pouvez aussi m'envoyer un mail si jamais vous n'avez personne pour vous aider. Je me ferai un plaisir de vous répondre.
N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre le fameux pouce bleu si elle vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous sera utile et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vrai JT de l'écho. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.